Madame, Messieurs, bienvenue à cette autre édition de la revue des Grandes Unes avec la presse qui est disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et être au parfum de l'actualité. La nouvelle expression parle de manifestation publique. Le MRC sous haute surveillance, c'est le titre proposé par le tabloïd d'aujourd'hui. Alors, le journal fait savoir qu'hier, le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika a adressé justement un message fax musclé aux gouverneurs des régions du centre, du littoral et de l'ouest Cameroun pour leur intimer l'ordre de surveiller étroitement et de mettre hors d'état de nuire toute personne qui oserait donc suivre le mot d'ordre de manifestation du 22 septembre 2020 lancé par le professeur Maurice Kamto. Le ton est donc suffisamment guerrier, manifestement pour dissuader tous les marcheurs potentiels. C'est ce qu'on lit en page 2 du journal ce matin. Et on parle également du RDPC avec le la parole d'un militant exclu. Je ne suis pas militant du rassemblement des détourneurs et des prévaricateurs du Cameroun, dit Saint-Éloi Bidon. C'est en page 9 du journal, la nouvelle expression, qui parle également de la journée de la démocratie avec le chemin de croix du Cameroun pour cette journée internationale donc de la démocratie qui se célèbre aujourd'hui. L'ONG Monde Avenir dresse l'état des lieux des libertés au Cameroun, au pays de Paul Biya et d'Atangandi. C'est ce que le journal propose de la page 10 à la page 11. Le journal a également d'autres informations parlant de la crise à la Ligue de football professionnel. Le TAS remet la balle au centre. Le tribunal suprême du sport a donné raison à Pierre Semengue dans l'affaire de la suspension de l'organe. C'est en page 3 de ce numéro. D'autres informations sont contenues dans le tabloïd de la nouvelle expression de ce matin. Le Messager, pour sa part, parle des marches du MRC à Tanganyika, prépare justement ces ruches d'abeilles. C'est ce que le journal propose comme titre, tout en rappelant que les gouverneurs des régions du centre, du littoral et de l'ouest Cameroun sont déjà autorisés à interpeller donc et mettre en garde à vue administrative tous ceux qui manifesteront le 22 septembre prochain. C'est ce qui est dit en page 4 du journal. Le journal parle également des projets numériques, les éléphants donc blancs de Paul Biya. À lire en page 5, on parle de suspension de la Ligue de football professionnel avec le coup d'état manqué de la Fédération camerounaise de football. Le tribunal arbitral du sport déclare illégale la suspension et rétablit donc Semengue dans ses droits. C'est en page 12 du journal Le Messager qui a également d'autres informations ce jour. On parle du Covid-19 deux jours dans le même journal, de la psychose à l'indifférence. C'est en page 6 du quotidien Le Messager. Le quotidien Le Jour, pour sa part, parle de répression avec les cadres du MRC sous surveillance. Atangandi annonce le blocus en page 3. Et on parle également de la série rentrée scolaire, la partition donc des établissements privés à lire dans le dossier que propose le numéro de ce matin. Le journal Essentiel, pour sa part, parle de pensionnés de l'État, 2 milliers de rappels à donc vérifier. Le journal fait savoir que le ministre des Finances a lancé d'ailleurs l'opération dès ce jour pour les premières personnes qui ont bénéficié justement de ces milliers de rappels qui sont aujourd'hui, qui doivent présenter leurs documents. Comment est-ce que les rappels leur sont parvenus et combien chacun a perçu? Tout cela dans le dossier proposé par le journal ce matin. Le journal Mutation parle contentieux parlant de la Fédération camerounaise de football qui boit le TAS avec notamment des explications qui sont aussi à lire dans le même numéro de ce matin, tout en disant que le tribunal arbitral du sport réhabilite justement la Ligue de football professionnel dans le différend qui l'opposait ou qui l'oppose donc à la Fédération camerounaise de football. Des réactions sont également à découvrir en page 15 du journal. Le journal disponible en kiosque ce matin, tout comme Émergence qui parle de Cameco, enlisement de la crise managériale, alors qu'on annonce une reprise des activités. Rien ne va plus entre le directeur général et son adjoint. C'est en page 5 du journal, le journal Émergence qui parle également de l'extrême nord. Boko Haram abat un chef de village et ses femmes. Et là, on parle aussi des régionales avec les ministres qui sont sur le terrain pour notamment la campagne Carman. C'est ce que le journal propose. Donc le journal Cameroun Tribune, pour sa part, parle également de candidature au régional, l'épreuve de la sélection. C'est ce que le journal propose comme dossier ce matin. Je vous invite d'ailleurs à lire. Le journal Économie s'intéresse au bassin du Congo. La CEMAC pense donc la stratégie d'industrialisation durable de son bois. C'est à découvrir dans le même numéro disponible en kiosque ce matin, qui a aussi d'autres informations. Voilà ce que la presse nous propose. Camille, bonjour et bienvenue. Flavien Vallon, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, merci d'être là. Vous avez bravé cette grande pluie qui s'abat. Torrentielle. Voilà,
qui perturbe également le quotidien des Camerounais. Bien entendu. Oui. Alors, vous serez seul, sans doute, parce que la situation reste un peu compliquée pour votre vis-à-vis ce matin, mais on va commenter quelques sujets proposés par le journal. Il y a bien que le MRC sous haute surveillance, ça c'est mutation Cameroun, j'allais dire la nouvelle expression, qui parle des manifestations publiques. Il y a le Messager également qui revient sur le sujet, et aussi le quotidien Le Jour qui parle des cadres du MRC qui sont sous surveillance désormais. Il n'en pouvait pas être autrement, parce que vous savez très bien que depuis que le président du MRC avait annoncé qu'au cas où le conseil électoral serait convoqué, il lancerait des manifestations monstres à travers tout le Cameroun pour demander le départ de M. Paul Biya, le règlement de la crise du Nozo et maintenant la mise sur pied d'un conseil électoral, non du moins des procédures électorales consensuelles. Le conseil électoral a été convoqué, la date de l'élection est même déjà fixée et bien évidemment les cadres du MRC ont annoncé pour le 22 une marche. Vous savez, les gens sont en train de condamner M. Atangandji aujourd'hui, en train de dire que c'est la répression. M. Atangandji n'a pas le droit d'interdire. La Constitution du Cameroun prévoit la liberté de penser, la liberté de manifester. Mais M. Atangandji, lui, estime que, comme cette marche a pour raison principale marcher pour le départ de Biya, vous voyez bien que le gouvernement ne peut pas laisser des gens marcher en disant que foutez le camp, allez-vous-en. Ça, c'est évident. Et puis, maintenant, l'autre considération, c'est que le gouvernement sait très bien que des marches comme celle-là peuvent aboutir à des dérives. On a vu ce qui s'est passé ici en 2008, en février 2008. Février 2008, où les gens l'ont un peu trop facilement oublié. M. Nietzsche avait organisé un meeting à Madagascar pour s'élever contre l'augmentation du prix de pétrole, mais aussi la modification de la Constitution. Cette marche, ce meeting avait été interdit, mais on a vu lundi matin comment des foules ont déferlé dans toute la ville, ont pillé tous les magasins de la ville, de centres commerciaux, ont pillé toutes les stations-service de Bonabéry jusqu'à Ndobo. Bref, mais seulement, M. Nietzsche n'a jamais dit que c'est lui qui avait organisé cette marche. Il avait dit que ça avait été un mouvement spontané. Bon, ce qui a été difficile à établir. Mais toujours est-il qu'à cause de cette dérive, il y a eu des centaines, des milliers de Camerounais qui avaient perdu leur emploi. Il y a beaucoup de gens qui avaient perdu leur commerce. Devrait-il le faire? C'est-à-dire penser que c'est lui qui avait organisé? En tout cas, c'est parti du meeting qu'il avait programmé du côté de Madagascar. Bon, de toute façon, il n'a jamais été inquiété, mais la dérive de cette manifestation populaire a laissé de graves séquelles dans le cœur, dans le corps et même dans les familles camerounaises. Donc, c'est ce qui fait trembler le gouvernement? Trembler le gouvernement, non, le gouvernement est dans son rôle. Le gouvernement ne va pas laisser marcher les gens en disant que Biya doit partir, Biya doit partir. Et là, le gouvernement ne peut pas permettre cela, mais mettez-vous à la place du gouvernement. Ça, c'est un excès de liberté. Et d'un, et de deux, le gouvernement ne sait pas très bien ce que cache cette marche. Pourquoi? Parce que s'il y a des dérives qui arrivent, s'il y a des gens qui vont commencer à casser, et si les personnes perdent et leur boutique, et leur voiture, et tout cela, qui va payer cela? Donc le gouvernement, le ministre de l'administration territoriale, dans son rôle de ministre de l'Intérieur, celui qui est chargé de la sécurité et celui qui est chargé maintenant du grand patron du Conseil de sécurité, il a dit qu'il n'y a pas de marche, c'est tout. Et cette marche, ce n'est pas forcément en violation du droit de manifester, mais c'est compte tenu des dangers qui peuvent arriver par la suite. Parce que les gens ne réalisent pas. Les gens se disent que bon, marche pacifique, oui, on veut bien, mais marche pacifique... Alors, sur la déclaration, quand même, l'itinéraire est prévu. Je suppose. Vous savez, je vais vous dire une chose, j'entends même des leaders d'opinion ou même des hommes politiques dire l'autre jour que oui, il suffit de permettre, d'autoriser la marche et de baliser et d'encadrer. En 1990, en mai 90, moi j'étais à Bamenda. M. John Fondi avait décidé de marcher avec le SDF. Ça a été la première marche d'un parti politique. Au gouvernement, on était un peu paniqués. Moi, j'avais dit non. Interdire, ça va être autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'affaire Yono Black qui venait d'éclater. On avait arrêté Yono Black et 11 de ses amis qui étaient encore en prison, qui passaient devant le tribunal militaire. On s'est dit, on ne peut pas créer un autre incident. Les militants du SDF ont marché sur tout un itinéraire balisé par l'armée.
ils ont terminé leur marche au stade de football. Et au stade de football, M. John Frondi a dit, OK, on a marché aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le SDF existe, donc maintenant vous pouvez rentrer chez vous. C'est à la sortie, quand les militaires rentraient, qu'il y a eu des provocations, et maintenant, ce qui est arrivé est arrivé. Les gens oublient qu'il y a eu une marche encadrée sans la moindre casse. Donc, aujourd'hui, le gouvernement estime qu'on ne sait jamais, avec ces leitmotifs. Et puis maintenant, ce qui a davantage incité M. Atangandji à prendre des mesures draconiennes, c'est qu'il circule dans les réseaux sociaux, et vous ne pouvez pas l'ignorer, des tracts qui disent qu'à partir du 22 mai, toutes les boutiques doivent être fermées, toutes les stations de service doivent être fermées, tous les motos doivent être arrêtés, interdiction à quiconque d'ouvrir son magasin, et que nous veillerons à ce que ces mesures soient appliquées. Ça commence déjà à devenir une sorte de diktat pour terroriser déjà la population. C'est pour ça que M. Atangandji a pris la précaution non seulement de mettre les services de sécurité en alerte, mais surtout de prévenir les éventuels contrevenants à cette mesure de ce qui les attend. D'accord. Lorsqu'on parle donc de ces manifestations publiques à travers, dans le journal La Nouvelle Expression, le MRC sous haute surveillance, il y a le messager qui parle d'Atangandji qui prépare dans ses ruches d'abeilles. Oui, mais parce qu'Atangandji avait dit ici dans une de ses anecdotes que quand on veut s'attaquer à une ruche d'abeilles, il faut être sûr de pouvoir bien courir, parce que dès que les abeilles vont se sentir touchées, si vous ne prenez pas suffisamment vos jambes à votre cou, vous allez subir des piqûres. Bon, ce qui fait que maintenant, on a intégré cela dans la rhétorique, mais Atangandji, non seulement a mis tous les services de sécurité en alerte, il a donné des instructions pour que les personnes arrêtées soient placées en détention administrative. Ça veut dire que vous ne passez même pas par le parquet, on vous prend, on vous emmène en prison. Donc, il est dans son rôle. On ne peut pas dire qu'il n'est pas dans son rôle. Et les gens qui pensent, qui sont en train de philosopher sur la liberté de manifester, j'ai l'impression qu'ils ne réalisent pas ce qui peut arriver avec... parce qu'il y a des groupuscules de personnes qui n'ont rien à faire, qui attendent seulement des moments de désordre comme cela pour s'exprimer. C'est face à cette éventualité aussi que le ministre de l'administration territoriale a pris cette mesure. D'accord. Alors, donc on fait le tour de la presse ce matin avec des titres différents. Le quotidien de Jus qui parle de ces cadres du MRC sur surveillance, le MRC sous haute surveillance, La Nouvelle Expression, le messager qui parle d'Atangandji qui prépare ses ruches d'abeilles, également dans d'autres journaux aussi. Alors, il y a un autre sujet qui fait le tour des tabloïds ce matin, c'est bien entendu Mutation qui parle de la Fédération camerounaise de football. Semengue qui est donc rétabli dans ses droits de président de la Ligue de football professionnel. Alors là, c'est la grande bombe. C'est la grande bombe et j'ai l'impression que le football camerounais va se retrouver en pleine quadrature de cercle. Parce que la Ligue professionnelle qui avait été suspendue par la fédération, maintenant qui allait toucher le TAS, l'affaire a été réglée en un an. Et maintenant, M. Pierre Semengue, le général d'armée Pierre Semengue, et sa LFP sont rétablis dans leurs droits. Maintenant, que va-t-il se passer ? Parce que c'est les conséquences de ce verdict de la TAS qui sont intéressantes. Qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Semengue va-t-il reprendre à nouveau? Les activités de la Ligue vont-ils reprendre à nouveau cette fois-ci? Et sous comment on appelle ça, sous la férule de la Fédération camerounaise de football. Parce qu'au moment où M. Pierre Semengue était à la tête de la Ligue, la Fédération était dans une tourmente extraordinaire. Bon, maintenant que la Fédération s'est refait une autre vie et que la Ligue a été écartée, il va falloir que... Il va d'abord falloir tenir compte du verdict du TAS, qui dit que la Ligue est rétablie dans ses droits depuis septembre 2019. Ça veut dire que pratiquement pendant un an, tout ce qui devait être, qui est dû à la Ligue doit lui être payé, doit lui être restitué. Et avec pour autre conséquence la possibilité même d'annuler carrément le championnat 2019-2020. Donc, on ne sait pas si cette décision du TAS va maintenir la paix au sein du milieu du football du Cameroun, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, Pierre Semengue a eu gain de cause. Ses arguments ont été jugés certainement recevables et valables. C'est pour cela qu'il y a eu cette décision. Mais maintenant, reste à assumer les conséquences de ça sur le terrain. Parce que l'autre conséquence aussi que l'on oublie, c'est que maintenant, que va-t-il se passer avec la fédération? La fédération avait relégué, par exemple, un certain nombre d'équipes en deuxième division, même en division de ligue. Le championnat étant annulé, ces clubs vont aussi remonter au filet et acculer de nouveau la fédération. Ça veut dire que cette décision-là n'augure pas de lendemain serein, mais toujours est-il que on observe, on va bien voir ce qui va se passer, parce qu'on ne peut pas dire que le général Pierre Semengue va maintenir le bras de fer entre
la Ligue et la fédération pendant longtemps. Ce serait épuisant et c'est contre-productif dans un pays qui a déjà suffisamment de problèmes. Forcément, nous allons aboutir certainement à un consensus ou à un arrangement, mais un arrangement au terme duquel on ne sait pas si il y aura un gagnant ou un perdant, mais toujours est-il que le match ne fait que commencer maintenant. D'accord, alors dans Mutation qui parle du contentieux avec la FECAFOOT qui boit donc l'OTAS, c'est le titre proposé par le tabloïd, et là le messager dit le coup d'état manqué de la FECAFOOT. Vous savez, chacun peut apprécier cela parce qu'il y en a beaucoup qui ont applaudi au moment de la mise à l'écart de la Ligue. Il y en a d'autres aussi qui ont estimé que c'était un coup d'État. Bon, je veux dire que ce qui s'est passé, le retour de la fédération et la suspension de la Ligue a provoqué des effets appréciés par-ci ou bien dépréciés de l'autre côté. Mais là, aujourd'hui, bon, si on estime que ça a été un coup d'État manqué, c'est une vue d'esprit. Mais du côté de la fédération estime que certainement que ce n'est qu'une décision et qu'on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais la fédération est consciente que ce qui lui arrive aujourd'hui est dû par le non-respect d'une formalité. C'est-à-dire qu'après la suspension de la Ligue, la FECAFOOT aurait dû réunir une assemblée générale et maintenant entériner la suspension, la mise à l'écart de la Ligue, ce qui n'a pas été fait. Et c'est ça qui a donné des armes, en réalité, à la Ligue pour pouvoir gagner son pari devant le TAS. Donc aujourd'hui, la FECAFOOT paye un peu le prix de son manque de prudence et de sa victoire qu'il a savourée trop tôt en oubliant qu'il peut y avoir des voies de recours. Et la Ligue a profité justement du non-respect de cette seule procédure pour maintenant obtenir gain de cause. Aujourd'hui, vraiment, beaucoup d'observateurs sportifs se demandent les lendemains, sur quels auspices se présentent les lendemains. Quelle sera la suite Parce qu'aujourd'hui, cette décision. Ah oui, ça va être compliqué. D'accord, le tribunal arbitral du sport qui déclare illégale justement la suspension et rétablit Semengue dans ses droits. C'est ce qu'on peut découvrir dans la presse également ce matin. Alors, autre sujet que je vous invite à commenter, il s'agit de la une notamment de Émergence qui parle de Cameco en lisement de la crise managériale. Le directeur général et son adjoint sont à couteau tiré. Le ciel est plein de nuages, en tout cas en ce moment, à Cameco. Vous savez très bien que la lettre du directeur général adjoint de la Cameco adressée au directeur de la Cameco et la réponse de celui-ci circule abondamment dans les réseaux sociaux depuis un certain temps. Et il est aussi inadmissible que des correspondances à un si haut niveau puissent se retrouver dans la rue et mettre en exergue les difficultés d'une entreprise qui, à mon sens, et du point de vue de beaucoup de Camerounais, aurait dû être fermée depuis très très longtemps. Et pour soit permettre à l'État de remettre, de mettre une nouvelle société en place, ou alors de trouver une solution de partenariat qui puisse permettre à la Cameco de redémarrer et ne plus être ce tonneau des Danaïdes dans lequel l'État injecte de l'argent tout le temps avec des trous. C'est-à-dire que l'argent entre, mais seulement il y a des trous, l'eau ne fait que sortir. Donc Cameco, aujourd'hui, qui est complètement inopérante, qui possède 2 avions, et 2 petits avions, 2 MA60, qui louent des avions, qui a du mal, effectivement, à couvrir même les lignes domestiques, et maintenant qui ne peut même pas se mouvoir à l'international. Beaucoup de gens ont estimé depuis très très longtemps que cette société ne mérite qu'un seul sort, être fermée et regarder ailleurs. Mais l'État n'a pas encore pris la décision de fermer cette société. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des crises à l'intérieur. Il y a le personnel, vous vous souvenez, il y a quelque temps, on a envoyé une bonne partie du personnel en congé technique parce qu'on n'arrive plus à travailler. L'entreprise ne travaille même pas du tout, ne fait rien du tout. Mais il y a des charges quand même qui sont assumées puisque le salaire du directeur général passe, le salaire du directeur général adjoint passe aussi, même comme il n'y a pas d'activité. Donc, moi je pense que cette brouille, cette bisbille entre le directeur général et le directeur général adjoint qui maintenant suscite des gorges chaudes dans les médias, vraiment n'est pas du tout favorable à un climat serein au sein d'une société pour laquelle on devrait trouver une solution définitive avant longtemps. D'accord, alors donc la crise managériale au sein de Cameco continue, et alors qu'on annonce
quelques rayons de soleil de ce côté-là. Jusque-là, ça ne marchera certainement pas puisqu'il faut que les deux soient en accord sur le fonctionnement de l'entreprise. Alors, le journal parle également de Boko Haram, Boko Haram qui a battu un chef et ses femmes dans le septentrion, à l'extrême nord, bien entendu. Le sang continue de couler du côté de l'extrême nord avec Boko Haram. Boko Haram qui continue toujours à verser du sang et à provoquer des cris et des pleurs. Boko Haram, cette fois-ci, c'est un chef qui a été tué, égorgé en même temps que ses épouses. Vous voyez bien que le problème de l'extrême nord, qui est bien cruel, qui est tout aussi cruel que celui du nord-ouest et du sud-ouest, est pris très au sérieux par le ministère de la Défense et par le gouvernement. Malheureusement, il faut des structures absolument spéciales, des moyens tout à fait nouveaux pour essayer, non seulement pour mener beaucoup plus en avant la lutte contre cette secte terroriste dont l'arrière-garde se trouve au Nigeria et qui traverse au Cameroun pour commettre des crimes de temps en temps. Maintenant, si l'on ajoute à cela des groupes armés qui, aussi, sous l'apparence, sous le masque de Boko Haram, procèdent à des razzias, tuent des gens dans les villages, provoquent la fuite de certains habitants de leur village. C'est-à-dire que l'actualité du côté de l'extrême nord est extrêmement grave, extrêmement pathétique. Donc, moi je pense que c'est une nouvelle de plus qui doit inciter le général Salim Mohamedou ainsi que le général Jules César à retrousser davantage leur marche parce que la sécurité de ce côté-là vraiment est vraiment terriblement mal vécue. D'accord. Donc, le sujet continue également dans le journal Émergence ce matin. Émergence qui nous rappelle quand même qu'il y a toujours des exactions qui sont perpétrées dans cette partie du pays par Boko Haram, qui abat en tout cas un chef de village et ses femmes. Il y a aujourd'hui, nous célébrons la journée de la démocratie, la journée internationale de la démocratie au Cameroun. Il y a l'ONG Monde Avenir qui fait quand même le point de la situation, qui dresse l'état des lieux de la liberté ou alors des libertés au pays de Paul Biya et de Paul Atangandi. Alors là, vous voyez bien que c'est une vision orientée. La journée de la démocratie, vous savez, la démocratie ne peut pas être valable si elle n'est pas vécue de manière sereine, si elle n'est pas vécue de manière honnête, si elle n'est pas vécue de manière sincère par les uns et les autres. Vous savez, la démocratie, c'est pas aussi le libertinage. La démocratie, vous voyez aujourd'hui, quand vous parlez de démocratie dans un pays comme la France, où vous voyez des gens, les gilets jaunes ont paralysé pratiquement l'activité de la France pendant des jours et des jours. Et voilà les mêmes gilets jaunes qui sont en train de continuer à marcher aujourd'hui, mais vous ne verrez jamais de marche en Chine, vous ne verrez jamais d'extrait comment est-ce qu'on appelle ça, d'écart de liberté, ou d'association ou de manifester dans des pays comme l'URSS. Donc moi je pense que la démocratie, oui, c'est bon, c'est le pouvoir du peuple par le peuple, mais seulement il faudrait savoir que cette démocratie doit être encadrée par la loi. Elle est vécue au Cameroun? Attendez, je pense que la liberté de s'exprimer est vécue. La preuve c'est que vous n'avez qu'à ouvrir les radios et les télévisions, vous verrez des citoyens s'exprimer de la manière la plus ouverte. Ils disent ce qu'ils pensent. Mais non, les partis politiques existent, mais seulement cette liberté-là, la liberté, il n'y a pas une liberté sans limite est une liberté dangereuse. Et ce principe est incontournable. Vous donnez la liberté aux gens, mais seulement si vous donnez une liberté sans limite, par exemple, c'est de pouvoir vous lever le matin, de dire que bon, vraiment nous marchons pour que le président de la République parte. Et nous marchons parce que nous ne voulons pas les élections. C'est une liberté qui, à ce moment-là, va être soumise aux limites fixées par la loi. Donc, les libertés de la limite sont fixées par la loi. Et au Cameroun, elles sont fixées par la loi. Bon, il est vrai que quand le gouvernement, quand ceux qui sont chargés d'assurer le maintien de l'ordre et la paix sociale sentent qu'il peut y avoir des écarts, ils ont... Y a-t-il, selon vous, une autre façon de manifester son mécontentement? Mais on le manifeste déjà dans les journaux.
on le manifeste dans les radios, on le manifeste en disant librement ce qu'on pense. Paul Biya, en arrivant, avait dit ici qu'on n'a plus besoin de se cacher dans le maquis pour parler. Les gens ne se cachent pas, les gens parlent ouvertement. Et n'oubliez pas tous ceux qui traitent Paul Biya de tous les noms, aussi bien dans les journaux, dans les radios que dans les réseaux sociaux. Donc il y a une certaine liberté. Il y a beaucoup plus de liberté au Cameroun que dans d'autres pays en Afrique. Mais cependant, moi je dis que la liberté est quelque chose qui se conquiert, qui se consolide, qui se construit chaque jour. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis, parce qu'aucun pays, dans aucun pays, il n'existe de liberté totale, aucun. Même aux États-Unis. Vous avez vu aux États-Unis comment les policiers ont froidement assassiné des Noirs. Les Noirs sont descendus dans la rue pour manifester. Il y a eu des morts. Il y a eu des centaines de personnes incarcérées et qui passent devant les tribunaux. Alors ces Noirs-là n'avaient-ils pas le droit de manifester leur rage, leur douleur de voir les leurs tués? Mais seulement les États-Unis, que l'on considère comme le pays des droits de l'homme, a empêché ces débordements et ces marches. Donc la liberté, c'est quelque chose qui se conquiert, mais c'est quelque chose qui demande aussi une sincérité certaine pour les uns et les autres, en se disant que, ok, nous voulons la liberté, nous allons la conquérir. D'accord. La journée de la démocratie est célébrée aujourd'hui. Le chemin de croix du Cameroun, c'est ce que le journal propose en page... C'est un dossier, en tout cas, de la page 10 à la page 11, dans la Nouvelle Expression. Le journal s'intéresse aussi au RDPC avec ces paroles d'un militant exclu. Je ne suis pas militant du rassemblement des détourneurs et des prévaricateurs du Cameroun, dit Saint-Éloi Bidon. Ben Saint-Éloi Bidon, mais pendant ce temps, il dit que lui, il a mis son intelligence, son énergie, ses moyens depuis 1985 pour faire avancer ce parti. S'il est là jusqu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il croyait en quelque chose. Bon, si il estime, comme il le dit, que lui, le RDPC n'est pas le parti de rassemblement, mais c'est un parti de détourneurs, forcément, il y a une descente de faute qui arrive. Mais on ne l'a pas totalement exclu, on l'a exclu pour 36 mois, je crois. On l'a exclu pour 36 mois, ça veut dire que va d'abord réfléchir et va voir si tu peux encore revenir ou si tu ne te calmes pas, reste là où tu es. Mais cependant, vous savez, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il ne se gêne pas de dire ce qu'il pense. Et bien entendu, vous voyez immédiatement la boutade qui n'est pas militant de ce parti de détourneurs et de corrompus, mais il est militant du RDPC. Donc, pour lui, le RDPC n'est pas ce qu'il a emmené dans ce parti. Donc, il continue toujours à dire ce qu'il pense. Vous voyez qu'il il est maire adjoint, donc qu'est-ce qu'il sera... Non, mais il est maire adjoint, même s'il est exclu du RDPC, il va demeurer maire adjoint. Vous savez, quand vous avez déjà été élu, le parti n'a rien à voir avec votre élection, c'est tout. Donc, c'est une tête forte, c'est une grande gueule qui a toujours dit ce qu'il pense. Bon, maintenant, il a été sanctionné pour cela. C'est un problème de discipline interne. C'est là l'histoire dans le RDPC. D'accord. Je vous invite à faire boire un verre d'eau parce que vous avez parlé longtemps. Vous avez commenté des sujets. C'est pas agréable vous avez facilité également la compréhension de certains sujets aussi à nos chers lecteurs qui vont découvrir également tous ces sujets dans la presse ce matin. Merci. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. À vous de même. Même comme il pleut dehors. Et voilà. Bonne journée à vous et à vous également, nos chers téléspectateurs. Demain, ce sera la 3e édition de la semaine. Nous serons mercredi. Il sera à 9h20 sur Equinas. Bonne journée à tous.